Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Un des enjeux très importants dans le contexte du changement climatique est la gestion de l'eau. C'est un problème localisé, l'eau n'étant pas répartie équitablement sur Terre, et rien qu'en France, on peut avoir des différences assez énormes de quantité disponible. Et dans ce contexte, on m'a proposé de participer aux vidéos éco-scientifiques, pour parler des méthodes pour connaître l'état hydrique du sol et les besoins d'eau des plantes. J'ai pu discuter avec Dominique Couraud, directrice de recherche de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Son laboratoire EMMA se situe à Avignon. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut poser 2 ou 3 bases. En agriculture, l'eau est apportée à la plante par 3 moyens. La réserve disponible dans le sol, ce dernier étant une sorte de grosse éponge capable de conserver plus ou moins d'eau en fonction de sa composition et de sa structure. Les précipitations, donc la pluie, et l'irrigation, c'est-à-dire l'eau qu'apporte un agriculteur. Donc si ni le sol ni la pluie ne sont capables d'apporter assez d'eau, on est en situation dite de stress hydrique. Il n'y a pas assez d'eau par rapport à ce que la plante a besoin. C'est à ce moment-là qu'on compense ce qu'il manque par l'irrigation. On peut aussi arroser plus pour recharger la réserve disponible dans le sol et être tranquille plusieurs jours. Tout le problème, c'est d'estimer combien il manque pour assurer les besoins de la plante. Car tout l'intérêt du truc, c'est que plus cette estimation est précise, plus on diminue le gaspillage d'eau. Du coup, comment on estime cette quantité d'eau? Eh ben, on a la théorie et la pratique. On parle d'évapotranspiration pour désigner la consommation en eau d'une plante qui se trouve dans le sol. Cette évapotranspiration se décompose en transpiration par la végétation et l'évaporation dans la partie du sol. D'où le nom, hein, évapotranspiration. Généralement, on exprime l'évapotranspiration en millimètres par jour. 1 millimètre d'eau, c'est 1 litre d'eau répartie sur 1 mètre carré, donc 10 mètres cubes d'eau pour 1 hectare. Si j'ai une évapotranspiration de 3 mm sur 3 hectares, ça veut dire que mes 3 hectares de champ ont besoin de 90 mètres cubes d'eau, 9000 litres en un jour. Et bien sûr, cette évapotranspiration change en fonction du type de culture et de son développement. Alors bon, on est d'accord, quand on a un petit jardin, la méthode la plus répandue pour estimer la quantité d'eau pour arroser est d'ordre, disons, pifométrique. Mais quand on gère des hectares de champs, il faut être un poil plus précis, hein, vous en conviendrez. Dans ce cas, on estime l'évapotranspiration à partir de mesures de référence actualisées chaque jour via les mesures reçues des stations météo locales, et on multiplie cette référence suivant un coefficient qui varie suivant les mois et le type de culture. En connaissant les précipitations et en calculant la réserve d'eau disponible dans le sol, qui est une éponge, hein, je le rappelle, je peux déduire la quantité d'eau qu'il faut que je rajoute s'il en manque. Alors bien sûr, je simplifie car il y a tout un tas de détails qui font que ces chiffres ne sont pas parfaits. Et ça, c'est la pratique. Par exemple, si on a, vous savez, la petite pluie fine là, celle qui est là juste pour faire cette pluie va être mesurée par les stations météo, donc influencer l'indice d'évapotranspiration. Mais c'est une pluie qui n'est pas assez importante pour être absorbée dans le sol. Donc oui, ok, il a plu, mais le sol, lui, il reste sec à l'intérieur. Et si au contraire il pleut trop, le sol ne peut plus absorber assez d'eau, il n'a pas une capacité d'absorption infinie. Il y a donc tout un tas de données supplémentaires à prendre en compte pour améliorer les estimations. Et il y a aussi pas mal de pratiques et d'expériences, évidemment. Bref, maintenant qu'on a vu la base, un des objectifs d'une des équipes du laboratoire EMMA à Avignon, c'est de mettre au point des méthodes pour estimer les besoins en eau des cultures, et ceci sur un grand territoire, en se basant sur des données acquises à une fréquence régulière. Et pour ça, on utilise des outils spécifiques. 3, 2, 1, top, allumage et décollage VV05. Sentinel est une des constellations de satellites construites par l'Europe, lancée par la petite fusée Vega, enfin petite et relatif. C'est une des nombreuses constellations de satellites d'observation qui fournissent des images pour tout un tas de domaines, dont l'agriculture. Pour continuer avec l'exemple de Sentinel 2A et de son frère 2B, ils fournissent des images actualisées tous les 5 jours de la totalité des terres émergées du globe. D'ailleurs, on peut voir comment ils prennent les images de la Terre depuis l'orbite. Ça fait des rubans qui correspondent à la trajectoire des satellites. Ces satellites sont équipés d'un télescope avec des capteurs capables de fournir des images multispectrales. Multispectrales. Ok, je vous explique. Et pour ça, on va aller faire un tour dans un joli coin. Non, parce que bon, il n'y a pas que des fécateurs à sortir des sentiers battus et à nous faire des vidéos dans les montagnes. Je veux dire, c'est facile, hein, moi aussi je peux le faire. C'est facile de sortir là et puis de marcher un peu, quoi. Oh putain. Ouais, je pense que là, je suis assez éloigné de la voiture. On va se poser ici.
Le soleil rayonne à la surface de la Terre. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant, hein, parce que sinon on n'est pas sorti. Ce rayonnement s'étale sur tout un spectre de fréquences qui n'est pas uniquement dans le spectre visible. Vous avez sûrement vu passer ce genre de graphique sur les fréquences électromagnétiques. On a le spectre visible, que nos yeux sont capables de voir, et à une fréquence plus basse, donc une longueur d'onde plus élevée, on tombe dans les infrarouges. Et là, on n'est plus capable de voir ces fréquences parce que nos yeux ne sont pas prévus pour. Je suis dans les gorges du Gardon, donc c'est, comme son nom l'indique, dans le Gard. Et je suis en plein milieu de la garrigue. Hein. Alors là, ça sent le thym et le romarin à fond. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu de thym, là, il y en a. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh putain, ça sent trop bon, c'est un truc de fou. Ouais, faites pas attention à la barre, là. Alors là, vous voyez, la feuille est verte. Bon, c'est pas vraiment des feuilles. Attendez, 2 secondes. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, la feuille est verte parce qu'elle reçoit la lumière du soleil et absorbe tout le spectre sauf le vert. Alors en vrai, elle n'absorbe pas tout le spectre. Elle absorbe un peu plus du reste du spectre et reflète un peu plus le vert. Si on fait un graphique avec l'indice de réflectance de la végétation en fonction de la longueur d'onde, on obtient un truc comme ça. Les traits là, c'est la limite du spectre visible. Maintenant, imaginons que je suis Sentinelle 2A qui passe quelque part là-haut. J'ai un capteur qui reçoit les ondes réfléchies par le sol sur certaines plages de longueur d'onde précises. C'est comme si je découpais mon spectre électromagnétique en tranches. Les instruments du satellite sont capables de mesurer certaines tranches plus ou moins larges. Ces tranches sont appelées des bandes spectrales. Par exemple, Sentinelle 2A est capable de prendre une image sur 13 bandes différentes. La B2, B3 et B4 sont 3 bandes dans le spectre visible, bleu, vert et rouge. Si on regarde une image prise dans une seule bande, comme ici le vert, on obtient une image en nuance de gris. Cette nuance représente un indice de réflectance. Plus les pixels sont blancs, plus l'indice est élevé. Le site que j'utilise est le Sentinel Playground. Il permet de jouer avec les différentes images prises sur différentes bandes. C'est gratuit, on peut même faire ses propres combinaisons et c'est assez cool. Et en plus, on a les dernières données des satellites. On peut associer une couleur à une image prise dans une bande précise. Ça permet de créer des images en fausse couleur pour faire ressortir les choses. Si je place la bande B2, B3 et B4 qui correspondent au bleu, vert et rouge sur les canaux de couleurs bleu, vert et rouge, je vais obtenir une image dans le spectre visible. Mais on peut faire mieux. Bien mieux. Alors on va pas s'arrêter ici parce que j'ai un petit spot bien sympa plus loin, vous allez voir. L'équipe DREAM du laboratoire EMMA utilise les données multispectrales des satellites pour extraire des informations sur les parcelles agricoles, comme le stade de développement ou leur évapotranspiration. Par exemple, l'équipe CAPT du laboratoire a développé un outil nommé BVNet, permet d'estimer les variables comme l'indice foliaire. Ça permet de détecter à quel stade de développement se trouve un blé ou un maïs. Suivant la couverture des feuilles, la plante aura des besoins en eau différents. Ça permet aussi d'estimer l'évapotranspiration réelle des cultures, qui est, comme on l'a vu, la consommation en eau des plantes sur un champ. Et ces données sont calculées pour chaque parcelle d'une zone à partir d'images prises par des satellites à 400 km d'altitude. Et pour ça, on va utiliser des bandes spectrales qui sont dans le domaine visible, mais aussi dans ce qu'on appelle le proche infrarouge. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça donne envie de se baigner, hein. Mais bon, elle est encore un petit peu fraîche hein, cette saison. On va plutôt attendre cet été, ça sera mieux quand même. Surtout que je verrais bien un petit bateau en manche à balai, là, ça ferait bien. Je pense que... Donc on est pas mal entouré de nature, avec le Gardon au centre et la plage sur le côté. Et la roche, hein, le calcaire. Vu de Sentinelle, on voit bien le Gardon. Si je veux connaître l'état de la végétation de cette zone, j'utilise des images prises dans le spectre de l'infrarouge. Parce que si on regarde le graphique de la réflectance de la végétation en fonction de la longueur d'onde, dans le domaine visible, c'est pas fou. Surtout que la végétation n'est pas seule. Suivant la proportion sol-végétation et le type de sol, très clair ou très sec par exemple, le sol lui aussi reflète une partie du spectre et il devient difficile de distinguer sur les images la végétation du sol. Mais si on continue la courbe dans les longueurs d'onde vers le proche infrarouge, donc juste à côté du spectre visible, on remarque que la végétation a une réflectance beaucoup plus élevée. Ainsi, en combinant plusieurs bandes, le visible et le proche infrarouge par exemple, on peut faire ressortir la végétation avec plus de détails que dans le spectre visible. Là, j'ai attribué une bande infrarouge au canal vert.
ça donne une image en fausse couleur, qui fait ressortir la végétation en vert plus ou moins clair. Je vous mets l'image dans le spectre visible à côté pour comparaison. Au niveau des champs qui se situent plus au nord, on voit bien ceux qui sont labourés et ceux qui n'ont pas de culture. Alors ici, c'est juste des fausses couleurs, mais avec les bons outils, on peut calculer plus facilement un indice qui permettra de distinguer le sol de la végétation, et donc par exemple de déterminer la densité de la végétation. D'ailleurs, on peut même connaître le type de culture ou le type de forêt en fonction de la réflectance dans certaines longueurs d'onde. Sur ce graphique, on peut voir la courbe de réflectance en fonction de certains types d'arbres. En combinant d'autres bandes spectrales, on peut faire ressortir des choses différentes. Là par exemple, c'est une visualisation du taux d'humidité. Bon, il faut que je me dépêche de rentrer parce que là c'est le couvre-feu dans 10 minutes. Donc bon, après je suis là pour le travail, hein. Ça paraît pas comme ça, mais en fait là je suis en train de bosser. Bon, bien sûr, c'est des représentations simples qu'on peut bricoler sur le site, mais avec les logiciels adaptés, on peut faire ressortir des choses bien plus précises. Plus loin, sur le domaine des longueurs d'onde, il y a l'infrarouge thermique, qui permet de délivrer des températures de surface qui sont indirectement liées à l'état d'humidité de la surface. En gros, plus c'est humide, plus c'est froid, plus c'est sec, plus c'est chaud. Et donc en connaissant la température, on connaît l'humidité. En dessous de l'infrarouge, sur le spectre électromagnétique, on a les micro-ondes. Les données dans ces bandes de fréquences permettent d'estimer l'humidité superficielle du sol sur environ 5 cm de profondeur. Donc avec une seule constellation de satellites, on peut obtenir, tous les 5 jours, tout un tas de données qu'on peut combiner pour faire ressortir certaines choses. Il existe des données encore plus précises dans le temps et l'espace, mais bon, dans ce cas, il faut payer. Et plus on développe la technologie, plus on augmentera le nombre de passages de satellites et la résolution des images multispectrales. Voici un exemple de données tirées du laboratoire. Ici, on peut voir le résultat de l'algorithme sur la région de Crau-Camargue. Plus la zone est rouge, plus l'évapotranspiration est élevée, ce qui signifie que la végétation consomme beaucoup d'eau, comme les rizières en Camargue en juin-juillet, ou les prairies irriguées de Crau. Mais au-delà de l'utilité pour les agriculteurs, ça sert aussi à estimer l'état hydrique des surfaces et détecter les périodes de stress sur tout un territoire. En gros, si on connaît l'évapotranspiration détaillée de toute une région agricole, par exemple, on peut quantifier la quantité d'eau totale de cette zone. Et si on croise avec d'autres données, comme la pluie, le type de sol, etc., on peut savoir comment va évoluer la réserve d'eau de la région visée. En gros, on peut savoir si par exemple on est en train d'épuiser les nappes phréatiques parce qu'elles se rechargent pas assez vite. Il est aussi possible d'identifier finement le type de sol ou de végétation et l'évolution tout au long de l'année, comme ici sur cette vue de la Camargue. Le laboratoire d'Avignon travaille pour proposer des méthodes qui permettent de détecter les zones qui ont le plus besoin d'eau et de calculer quelle est la dose d'eau qu'il faut leur apporter. En plus, les données du laboratoire sont aussi utiles à un niveau bien plus global, car certaines méthodes peuvent être utilisées pour enrichir les bases qui sont utilisées dans les modèles climatiques. En connaissant le cycle de l'eau en détail sur des régions entières, on peut anticiper les changements et connaître plus finement les impacts sur la végétation et la réserve d'eau du sol. En tout cas, moi je sais ce que je vais faire pour l'automne prochain. Je vais utiliser les données de Sentinel pour connaître l'humidité dans les forêts cévenoles. Et comme ça, je deviendrai le premier chasseur de champignons multispectral. Merci à Dominique pour m'avoir fourni les explications nécessaires, et merci au Play Azure Festival, notamment Brice, pour m'avoir proposé ce sujet de vidéo, ce qui sort un petit peu de ce que je fais habituellement. En même temps que cette vidéo est sorti un entretien avec Dominique Courreau, la directrice de recherche de l'INRAE, où on discute plus en détail du sujet. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, dans les fiches, enfin bref, de partout. Allez, salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses.